Non, moi je voulais dire, moi ça m'étonne pas tellement le succès de Laurent Deutsch. D'ailleurs, dans 20 ans, à mon avis, il aura encore plus de succès. Parce que, de toute façon, comme dans les programmes d'histoire, on a totalement supprimé l'histoire de France. Déjà, les gens qui lisent Laurent Deutsch ont du mal à repérer les erreurs grossières qu'il a dans ses... puisque de toute façon, on ne fait plus. Et moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est que, moi je voudrais rassurer les gens, le roman national, ça fait bien longtemps qu'il est pu enseigner, et heureusement. Mais le problème, c'est qu'au nom de la lutte contre le roman national, on a liquidé effectivement, parce que c'était une histoire très idéologique et très marquée, mais par contre on l'a remplacé dans l'éducation nationale, parce que je ne sais pas si vous êtes interrogé, je ne sais pas si vous avez regardé les programmes, mais sur le plan idéologique, pour moi, c'est aussi dangereux que Laurent Deutsch. On a profité de liquider, on a voulu rénover l'histoire. Alors là, on a fait par le vide, c'est-à-dire qu'on a supprimé... moi, dans mon livre, quand j'étais en terminale, dans les années 80, il y avait 25 pages sur l'URSS. Aujourd'hui, il y a une demi-page. Il y a une carte sur le goulag, c'est tout. Il n'y a plus la crise de 29. La commune, on n'en entend jamais parler. Il n'y a rien sur les luttes sociales. La résistance, parlons-en, c'est absolument abominable. Et quand on enseigne dans les classes technologiques, sur la Seconde Guerre mondiale, la raison de la Seconde Guerre mondiale, c'est le pacte germano-soviétique, point. Alors moi, quand je lis ça, moi je veux bien... Laurent Deutsch, c'est une tradition de l'histoire de l'extrême droite. Ça a toujours existé. Regardons les programmes aujourd'hui, regardons ce qui est enseigné, parce que ce qu'il y a dans l'éducation nationale, le problème, c'est que c'est tout aussi idéologique. On en est. Et le problème, c'est que là, ça passe dans les mains de milliers, et au nom, soi-disant, d'une lutte contre le roman national, on a nettoyé les programmes, on a déconstruit évidemment toute la chronologie, et on a aujourd'hui des élèves qui arrivent en terminale, qui ne savent strictement plus rien, et qui se précipiteront sur Laurent Deutsch parce qu'ils sont incapables de le critiquer. Quand même, il y a une chose importante, c'est que dans l'éducation nationale, vous avez trois choses différentes. Vous avez les programmes, vous avez les manuels, et ça peut varier d'un manuel à l'autre. Il ne faut pas confondre les manuels et les programmes, surtout pas. Et vous avez la liberté de l'enseignant, donc c'est pour ça non, mais quand même, c'est mais si, non, mais les élèves peuvent avoir des cours très différents. Mais ça, c'est un problème déjà. Mais non, en soi, c'est un problème. Mais non, pas si. Ce qu'on doit favoriser en termes d'enseignement historique, c'est la base du travail d'historien. Et ça, n'importe qui peut le faire, c'est-à-dire n'importe quel élève, même de CM2, CM1 peut le faire, c'est-à-dire en fait la distance critique par rapport au document. Ça, je pense que c'est essentiel, et ça, pour le coup, en fait, c'était pas fait il y a de nombreuses années, et maintenant ça commence à être fait. Les connaissances, ils les ont. Et les connaissances, croyez-moi, ils les ont. En l'occurrence, par rapport justement à la critique de documents, c'est pour ça que c'est essentiel. Moi, je suis déjà allé dans des classes, d'accord, même si je n'ai pas suffisamment d'expérience, comme vous dites, mais en l'occurrence, je suis déjà allé dans des classes et en effet, j'ai déjà montré des films, notamment des films, voilà, le genre le plus long, sachez que je l'ai montré. En tout cas, je l'ai pas montré parce qu'il est long, en l'occurrence, le film, et parfois il est chiant. Hein. Et en l'occurrence, je l'ai montré, on l'a étudié avec des élèves, et vous en faites pas, des élèves de 14 ans, ils arrivent très bien à comprendre que on est dans un discours de propagande. Il n'y a aucun problème. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Et donc alors, là, on leur a pas appris, une doxa particulière ni quoi que ce soit. Mais par contre, ils arrivent même à 14 ans, même s'ils sont tous avec des Pokémon et tout. Et quand on arrive à les faire discuter, à leur ouvrir un petit peu les yeux, au bout d'un moment, avec d'autres choses, je sais pas. Mais au bout d'un moment, il n'y a aucun problème. Ils vont évidemment comprendre. C'est ça le travail de l'enseignant. Non, est-ce que le travail de l'enseignant, c'est de transmettre des connaissances ou pas? C'est ça la question qu'on vous pose. Ça fait pas partie. Alors, deuxième chose. Parce que le problème qu'on vous pose, c'est que la transmission de connaissances, c'est vraiment le parent pauvre. C'est d'une manière ou d'une autre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est devenu tellement le parent pauvre que le résultat est un désastre total. On en revient toujours à la même chose, c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre comme connaissance, qu'est-ce qui est important. C'est des cours d'histoire. Et ça, en l'occurrence, les connaissances d'histoire, c'est infini. Dites-moi, à quoi sert l'enseignement de l'histoire à ce moment-là, selon vous? J'ai peut-être un élément de réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a un contenu de connaissances transmises? Pas que les connaissances, non, oui, mais justement, voilà, c'est là-dessus que je voudrais répondre aussi. Alors, je suis pas très âgée, mais je pense que parfois, ça peut être utile de faire de l'égo-histoire, de comprendre pourquoi on a voulu devenir historien. Vous parlez de connaissances. Moi, je pense qu'en histoire, c'est d'abord la critique des sources qu'on doit apprendre et qu'ensuite, les élèves puissent se former à partir de ça. Parce que j'ai envie de vous dire une chose. Là, si vous transmettez un roman national qui est celui de la gauche, ça peut faire des dégâts terribles.
Je suis née au début des années 80. J'ai vécu tout le bicentenaire de la Révolution quand j'étais au CP, CE1, école primaire. J'ai connu les programmes Chevènement, donc une exaltation, une espèce d'histoire de façon très Troisième République. Et j'ai envie de vous dire une chose, si je connais bien les royalistes aujourd'hui, c'est que toute mon adolescence, j'ai été royaliste. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai réagi à ça, c'était insupportable. J'étais une petite fille qui avait déjà beaucoup d'esprit critique à ce moment-là, et je sentais qu'on voulait me faire ingurgiter quelque chose, et qu'on ne me demandait pas mon avis. Et donc, rebelle, j'ai résisté à ça, et je suis devenue royaliste à ce moment-là. J'ai investi les milieux royalistes, et c'est comme ça, pendant mon adolescence aussi, que je me suis rendu compte que ces milieux étaient investis par des antisémites, et par des gens assez terribles qui faisaient frémir. Je pense aussi à Bruno Latour, qui est un historien, un sociologue des sciences que j'aime bien. Oui, ça ne m'étonne pas. Et qui disait en fait, mais j'aimais Bourdieu aussi, vous savez, je suis éclectique comme garçon. Et en l'occurrence, je suis polygame. Et en l'occurrence, Latour disait, il faut pas avoir peur du relativisme, il faut apprendre à nager dedans, quoi. Donc ça, c'est vachement. Je trouve que moi, je pense que faut pas avoir peur de dire bon bah voilà, le récit historique, il est pas figé. Ouais, moi je suis d'accord qu'il n'y a pas d'histoire figée, bien entendu, mais seulement le problème c'est que pour déconstruire, c'est ce qu'ont fait les historiens des annales, il faut déjà avoir un corpus à peu près solide. Et moi je suis pas contre un récit, ça dépend du récit. Mais je pense que pour déconstruire à un moment donné et pour aller plus loin, il faut déjà savoir ce qu'on déconstruit. Or aujourd'hui, on livre aux élèves une histoire complètement atomisée, avec peu de contenu, avec en plus vaguement d'introduction, d'un structuralisme où maintenant on apprend le soldat dans les tranchées, bon, c'est abominable hein, sur le plan. Il n'y a plus aucune cohésion. Hein, on fait le nazisme, on ne fait pas la République de Weimar. Alors on offre, c'est-à-dire qu'on offre aux élèves quelque chose déjà totalement décousu et déconstruit. Donc c'est absolument pas constructif. Je veux dire, pour faire la critique des sources, mais il faut déjà avoir un corpus solide. On ne peut pas demander à un élève de CE1, lui donner un texte, je ne sais pas, sur le vase de Clovis et d'en faire la critique s'il ne connaît pas la société. Dans le texte, il y a des tas de choses dans ce texte-là, mais je veux dire, il faut d'abord commencer à donner des faits, des récits, et puis ensuite, petit à petit, on apprend à prendre du recul par rapport au texte, et effectivement, à lire de l'implicite, à ce que les élèves ont beaucoup de mal à faire. Mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas une vision cohérente d'une époque, d'une société. C'est impossible. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune cohérence. Une société cohérente, c'est une société qui est faite de différents groupes et c'est une société qui n'est pas une unité. Donc à partir de là, la cohérence, c'est pas une unité. Il faut dialectique. Alors madame, je réponds tout de suite. Moi, je suis médiéviste, d'accord, et en l'occurrence, je connais aucun médiéviste qui va vous dire, écoutez, j'ai une vision cohérente de la société occidentale au Moyen-Âge. Mais il y a des cohérences. Ah, mais je suis désolée. C'est quoi alors? C'est que du chaos. C'est que du chaos, c'est ça? Non, c'est pas du chaos, mais en l'occurrence. C'est du désordre. Non, c'est pas du désordre. Moi, je suis pas d'accord. Vous avez parlé de Duby tout à l'heure, vous en avez fait un. Mais non, mais sauf que Duby. Il y a de la cohérence dans Duby. Il y a de la cohérence, je suis désolée. Sauf que Duby, en l'occurrence, il a évolué à la fin de sa vie. Et en plus, par-dessus le marché, aujourd'hui, beaucoup des choses qu'il dit, par exemple, sur le Moyen-Âge, ont été remises en cause. Et Duby, il l'accepterait. Et alors? Il accepterait. Mais pour le remettre en cause, il faut savoir de quoi Exactement, il faut savoir ce qu'on remet en cause. On ne remet pas en cause comme ça. Si vous n'êtes que dans la remise en cause... Je trouve que une discussion sur la question est particulièrement opportune. D'ailleurs, elle le serait toujours à n'importe quel moment, mais elle l'est particulièrement en cette année de commémoration. Nous avons des commémorations régulières.
Alors cette année, nous en avons une relative à l'année 1914, enfin au centenaire de la Première Guerre mondiale. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, on ne peut même pas dire que l'année se soit ouverte glorieusement. Je dirais que l'année 2013 a déjà été très fournie à cet égard. Et que vous êtes peut-être frappé d'ailleurs dans cette dégradation de l'histoire par les diverses manières de dégrader l'histoire ou de ne pas en traiter. Alors ce qui me frappe beaucoup dans le début de la commémoration de ce centenaire, c'est que, outre que, bien entendu, on nous annonce les choses habituelles, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de repentance et beaucoup de lamentation, on est entré dans l'ère du « Ah, si ça s'était passé autrement ». Alors, par exemple, vous avez peut-être retenu, si vous lisez régulièrement le journal de référence ou si on vous tient au courant de ses productions, vous avez peut-être remarqué que le 4 novembre, daté du 4 novembre, son numéro a accordé une certaine surface à un article de mon collègue médiéviste Nicolas Offenstadt, qui, outre qu'il est médiéviste, s'intéresse beaucoup à la mémoire de 1914, la mémoire. J'aurai quelques mots à dire sur la mémoire, bien sûr. Nicolas Offenstadt jouant normalement le rôle de l'historien qui est d'éviter la circulation d'images et de clichés qui ne correspondent pas à l'état du savoir des historiens, nous a fait le point sur 10 idées reçues. La première, ça n'est pas un hasard d'ailleurs, la première est consacrée à montrer que les interprétations marxistes des origines de la guerre, derrière les réflexions de Lénine sur l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme, allouent une place centrale aux rivalités économiques accentuées. Je ne vais pas tout vous lire, vous regarderez peut-être sur Internet, où je ferai passer le papier. On nous explique somme toute que l'année va se trouver placée sous le signe du « Ah, si on avait bénéficié des bons conseils et de l'influence du capital financier, tout ça se serait bien passé ». Et en plus, il se trouve qu'hier, une correspondante m'a envoyé un article paru sur le Guardian, sur un historien très à la mode, très néocone, dont je ne connais pas d'ailleurs, je dois le dire, les ouvrages, et qui lui expliquait, je me suis aperçu que ça n'était pas une thèse neuve d'ailleurs, puisque l'ouvrage en question s'appelle Neil Ferguson, l'ouvrage date de 1988, et il avait une grande révélation à faire aux populations, à savoir que la Grande-Bretagne n'aurait pas dû entrer en guerre, qu'elle s'en serait bien mieux sortie, que la Première Guerre mondiale était vraiment un mauvais choix et qu'elle se serait très bien tirée d'une victoire allemande sur le continent. Enfin, c'est-à-dire que, quel que soit le mode de gestion, le mode de gestion public de l'histoire, on ne fait plus d'histoire. On fait de l'histoire avec des si, on vénère la mémoire et grosso modo on abrutit les populations en leur donnant l'impression que on fait énormément d'histoire, que la masse de la population n'a jamais été si gâtée à cet égard. Je faisais hier une conférence à Nîmes et quelqu'un je dirais pourtant très intéressé à l'histoire, disait « Ah, j'ai vu à la télévision Apocalypse, ah, voilà quelque chose, voilà une présentation objective. » Bon, je ne vais pas multiplier les exemples. Je voudrais simplement insister sur le fait que l'histoire est malade, très malade. Elle est malade par son enseignement, par les conditions de son enseignement, elle est malade par les conditions de sa fabrication. Des conditions de fabrication qui, il faut le dire, même si on n'est pas tenté de
jouer les vieilles personnes qui regrettent le temps béni, l'âge d'or, on est quand même obligé de remarquer que l'historiographie française qui a été, sans vouloir évidemment faire cocorico, qui a quand même compté parmi les grandes historiographies, et je pense en particulier à l'histoire économique et sociale, on a eu de grands historiens, de très grands historiens. Cette histoire économique et sociale, pour ne parler que d'elle, a pratiquement disparu, et en même temps, on a eu, et alors je voudrais y venir parce que ça me semble aussi un signe, ou une manifestation de cette dégradation de l'histoire. Vous avez remarqué qu'on commémore beaucoup, et qu'en particulier d'ailleurs on commémore beaucoup sous les gestions de gauche. C'est vrai que la droite n'aime pas l'histoire, sauf quand un de ses présidents s'entiche curieusement de Guy Môquet dans les conditions qu'on sait, mais il est rare que les gestions de droite lancent de grandes enquêtes historiques, enfin si on peut appeler ça comme ça, de grandes enquêtes. Or, depuis qu'il y a depuis quelques décennies où il y a des gestions de gauche, nous avons beaucoup d'enquêtes, ou qui paraissent comme des enquêtes. Je me rappelle très bien, d'ailleurs j'étais professeur à Toulouse, je me rappelle très bien la commémoration de la Révolution française, qui se faisait sous la houlette d'historiens qui n'étaient pas des modernistes d'ailleurs, c'était encore mieux. On avait Jeannet, on avait Claire Andrieux qui se promenaient à travers les universités pour nous expliquer, pour nous donner des acceptions, des idées furettiennes de la Révolution. D'ailleurs, vous savez, aussi du genre, ah là là, si la bourgeoisie française avait fait comme la bourgeoisie britannique, tout ça se serait passé beaucoup mieux. C'est oublié un peu d'ailleurs qu'à un moment, quand même, les Britanniques ont été féroces avec leur roi. Et puis, on a eu les fameuses enquêtes. Alors, les enquêtes dont j'ai parlé, là, il y avait des contemporanéistes, mais il était normal qu'il y en eût, puisque c'était des enquêtes qui étaient appliquées à de l'histoire contemporaine. Alors, nous avons eu, sous l'égide de René Raymond, qui nous a représenté 40 ans de perdition de l'histoire, plus les conseils ou les conclusions, les conseils électoraux et les conclusions électorales régulières, on a eu les fameuses enquêtes, le fichier juif, et puis l'enquête sur Touvier, et puis on a eu, alors là, l'apothéose, on a eu la fameuse, et on était au cœur de la mémoire, hein, on a eu la fameuse enquête Mission Matteoli, à propos de laquelle on a fait croire d'ailleurs aux populations que c'était par pure vénération de la mémoire qu'on se lançait dans une opération aussi ambitieuse, aussi remarquable, aussi extraordinaire. J'ironise, mais quand vous lisez les rapports, je vous assure que je n'ironise pas. Et c'est ce qui a fait le tapage le plus grand d'ailleurs. On était d'ailleurs en pleine sensibilité de gauche, on voulait rendre hommage aux juifs victimes, on a démontré d'ailleurs que finalement on avait été très très bien avec eux. Si on ne s'était pas occupé d'eux, c'est parce qu'on avait un tel sens universaliste et jacobin qu'on n'allait pas indemniser les juifs, ce qui aurait été les retrancher une fois de plus de la communauté nationale. Voilà où on en a été en tout cas dans la période de gauche. On est dans une période de gauche et vous avez remarqué, on va nous faire pleurer beaucoup sur 1914. La réalité, ça n'est pas ça. La réalité, c'est que plus il y a d'histoires à la télévision, plus il y en a sur les radios de service public. Moi, je n'écoute pas les autres. Oui, mais d'ailleurs, si, de temps en temps, j'écoute même les autres, parce qu'on a même Franck Ferrand sur Europe numéro 1, donc sur une radio privée. Plus on semble faire de l'histoire aux populations, plus la situation est calamiteuse, catastrophique. Sauf telle émission, c'est vrai, ça arrive, peut-être l'avez-vous vu, et encore,
Pour l'essentiel, elle était bonne. Un documentaire en deux parties, récemment diffusé à 23h ou 24h, sur France 3, je crois, sur les commandos d'exécution hitlériens et avec les associés d'Europe orientale, vous savez, ceux dont on exalte ces jours-ci les héritiers, en Ukraine, était tout à fait remarquable. Je vous signale d'ailleurs que malgré le caractère tout à fait remarquable, une iconographie à tomber par terre, moi je n'avais jamais vu ça, hein. En particulier, je n'avais jamais vu les photos de l'opération Heydrich et de l'opération Reinhardt, qui consistait à effacer toutes les traces des camps d'extermination, et je n'avais jamais vu de photos, je ne suis pas spécialiste, il est vrai, des camps d'extermination, mais je n'avais jamais vu de photos où on voyait entasser les corps et le matériel de bois nécessaire à les faire brûler, vraiment remarquable. Naturellement, accompagné en introduction ou plutôt en conclusion d'un riz nécessaire, le pauvre malheureux, il faut bien le dire, mais il faut le dire parce qu'il faut savoir comment se fait l'histoire à la télévision, et qui est quand même une manière d'irriguer la population française d'histoire. Le malheureux, je l'ai su par un journaliste qui le connaît bien, qui avait quand même fait des fioritures, qui nous avait même inventé une famine de l'Ukraine. Alors là, ça n'était pas la famine de 1933, c'était la famine de 1922 à 1933. Vous voyez, quand même, 12 ans de famine, c'est un chiffre, hein. Mais il s'est fait dire par le Quai d'Orsay, on est quand même étonné que l'émission ait pu être diffusée, il s'est fait dire par le Quai d'Orsay que ça n'était pas très gentil à l'égard de nos amis ukrainiens. On a les amis ukrainiens qu'on mérite. Je signale quand même qu'il y a en Ukraine, il y a eu en Ukraine beaucoup de combattants, beaucoup de résistants, et que, somme toute, l'Ukraine ne se limite pas à la division Galicia, à la division hitlérienne, dont on devrait nous parler ces temps-ci, mais dont on ne nous parle pas. Alors, on est là, évidemment, je ne vais pas faire un exposé long, mais on est là pour discuter, évidemment, de divers éléments de l'histoire. C'est-à-dire, de la fabrication de l'histoire, de la possibilité d'enseigner l'histoire. Il se trouve que j'ai été, moi, prof du secondaire pendant 13 ans, que je vois de temps en temps, que j'ai des collègues du secondaire, qui, les dernières années où je les voyais, pleuraient des larmes de sang devant les manuels qui leur étaient infligés et les programmes qu'elles devaient suivre. Je sais que c'est pareil partout. Chacun sait dans quelle situation l'université se trouve. Je viens d'apprendre d'ailleurs de Marc Aurel, qui a été mon étudiant à Paris 7 en histoire et qui prépare une agrégation de géographie, vous le savez, qui comporte une formation en histoire, qu'il y a maintenant 2 centres de formation en géographie, enfin 2 centres de préparation à l'agrégation, ou à l'agrégation et au CAPES, ou à l'agrégation à l'agrégation 1 à Paris, enfin Paris 4, Paris 1, et un autre qui est fermé puisque c'est l'école normale supérieure de Lyon. On est donc dans une situation, je sais bien, dont on pourrait se consoler, puisqu'il n'y a pas de raison que l'histoire aille bien quand tout va mal, quand on connaît une crise économique, sociale, culturelle aussi profonde que celle qu'on connaît, mais on est là, de nombreux amateurs d'histoire, des praticiens pour un certain nombre de l'histoire, et je pense que voilà, ce serait bien qu'on essaie de voir non pas seulement ce qu'on peut faire, je pense que, en tout cas, ça reviendra sans doute dans le débat. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est dans une situation d'extrême minorité, ma foi, de compter sur ces petits ruisseaux qui se diffusent et que, il faut le dire, jusqu'à nouvel ordre, Internet nous aide un petit peu à diffuser. Et puis, la discussion est ouverte entre les amateurs d'histoire et les praticiens d'histoire pour que on essaie de
d'aller plus loin. J'ai évidemment des tas de choses à dire, notamment sur l'enseignement, puisque ça fait peu de temps que j'ai quitté l'enseignement, mais je vais laisser les autres interlocuteurs s'exprimer, et puis la salle s'exprimer au maximum, puisque ça doit être un débat, et que voilà, il faut que ce le soit. Donc ça ne dure pas trop longtemps. Il y a des témoignages à apporter, même s'il est bref. J'aimerais bien que Catherine se présente brièvement et apporte son témoignage de praticienne au quotidien, et depuis pas mal de temps. Non, bah moi je suis professeur d'histoire dans un lycée à Paris, un lycée essentiellement technologique. Et donc effectivement... S'il vous plaît, madame. On entendra d'autant moins que vous parlez. C'est comme ça. Et donc j'ai enseigné longtemps en Seine-Saint-Denis dans une ZEP, et puis ensuite j'ai enseigné à Paris dans un lycée. Et effectivement, depuis une vingtaine d'années, on peut mesurer la dégradation de l'enseignement de l'histoire qui, je pense, s'inscrit dans une offensive plus générale contre les missions de l'école, qu'on abandonne petit à petit, c'est-à-dire que l'école ne doit plus être la dispensatrice d'une culture générale, mais elle adopte de plus en plus les canons, si je puis dire, de l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne doit plus dispenser que des compétences, et donc l'histoire devient uniquement comment dirais-je, un champ d'expérience pour à l'apprentissage de compétences, simplement, et donc les programmes deviennent indigents. Les livres du premier cycle sont à peu près l'équivalent de ce qu'étaient les livres de l'école primaire il y a à peu près 30 ans. Et dans le secondaire, c'est guère mieux. Alors évidemment, ça se traduit par un certain nombre de choses. D'abord, évidemment, on a cassé effectivement la chronologie. On a évidemment noyé l'histoire de France dans une espèce d'histoire plus globale, dans laquelle on a fait des coupes sombres également, puisqu'on a supprimé quand même, hors l'histoire de France, on a supprimé énormément de chapitres. On a supprimé, par exemple, la République de Weimar. Évidemment, la révolution bolchevique a complètement disparu. En seconde, on étudie la Révolution française sans étudier l'Ancien Régime. Tout est donc fait pour que les élèves ne comprennent absolument plus rien. Et les sujets d'histoire deviennent des objets en soi. C'est-à-dire, pour revenir à la guerre de 14, par exemple, en seconde, on n'étudie plus du tout. Alors évidemment, les causes de la guerre ont totalement disparu, parce qu'il ne faut surtout pas réfléchir aux causes de la guerre. On n'étudie plus que l'expérience combattante, ce qui ne veut strictement rien dire, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, on prend le soldat dans sa tranchée, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'était la vie dans la tranchée d'un soldat, sans amener quoi que ce soit de réflexion sur pourquoi cette guerre. Le nazisme est étudié sans République de Weimar, donc les élèves ne comprennent non plus rien du tout, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'il n'y ait plus absolument plus aucune réflexion. On prend des objets en soi, et puis on confronte simplement une photo à une carte, un document. Ce ne sont plus que des exercices pour mesurer la compétence, être capable de comprendre un texte, de tirer des informations d'un texte, mais on pourrait faire ça aussi bien avec des recettes de cuisine. L'histoire n'est plus qu'un prétexte. Donc on a cassé toute possibilité de réfléchir au pourquoi du comment, et puis évidemment à tout esprit critique, ce qui fait que les élèves maintenant devant des documents sont incapables de prendre de la distance, ils n'ont plus aucun esprit critique, et puis on a éliminé tout concept, c'est-à-dire il n'y a plus aucun concept. Les élèves arrivent en terminale, ils ne savent pas ce que c'est qu'un État-nation, ils ne savent pas ce que c'est qu'une frontière, ils ne savent pas ce que c'est que la raison d'État. Donc on travaille. Alors moi je suis dans un lycée technique, c'est vrai, mais j'ai parlé aussi avec des collègues qui sont dans des lycées, et là je donne des cours particuliers à une petite élève d'Henri IV. Bon, pourtant Henri IV, elle étudiait le stalinisme. L'autre jour elle avait une affiche de propagande, et elle comprenait rien parce qu'ils n'avaient pas fait la révolution bolchevique. Donc incapable de comprendre ce que pouvait être le stalinisme. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une économie étatisée, elle ne savait pas qui était Lénine. Et on est pourtant Henri IV. Elle ne savait pas ce qui s'était passé en octobre 17. Donc voilà l'histoire maintenant. Alors c'est une espèce de structuralisme. On étudie simplement des objets. Par exemple, on va parler de. Alors il y a l'étude
on fait beaucoup de patrimonial. Alors on a par exemple comme sujet la cathédrale de, je sais pas, de Strasbourg, autre chose, mais hors contexte. Hein. Tout est décontextualisé. Donc effectivement, je pense que le but c'est de déconnecter les élèves de leur passé. Donc ils sont complètement sous prétexte qu'on a des élèves qui viennent d'ailleurs et donc qui ne seraient pas concernés par l'histoire de France. Comme si un élève, un petit Français aujourd'hui, était plus proche de Charlemagne qu'un petit Marocain, ce qui est absurde. Je veux dire, et alors il y a plus aucune notion, évidemment, d'universel. Alors, les élèves ne peuvent pas appréhender l'universel, puisque de toute façon, l'avantage de l'apprentissage de l'histoire, c'était aussi qu'on peut partir du particulier pour aller vers le général et pour aller vers l'universel. Et donc, très difficile de dégager des Là, on est déjà dans l'infâme dialectique, là, ma chère Catherine, qui est congédiée depuis 40 ans dans notre beau pays. Il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de lien ni entre l'art, l'économie, le social. Voilà, c'est devenu extrêmement difficile d'enseigner cette matière. Je pense qu'on a affaire à un véritable... Moi, j'ai envie d'employer un mot très fort, un véritable génocide intellectuel. Et d'ailleurs, ce qui pose beaucoup de problèmes aussi aux professeurs de lettres, qui eux aussi s'arrachent les cheveux parce que quand il faut enseigner Voltaire et que les élèves n'ont aucune idée de ce que c'est que le XVIIIe siècle, ça devient compliqué. Voilà. Je peux apporter là mon témoignage de libraire parce que je vois les symptômes au quotidien, c'est assez accablant. Et donc, je voulais juste dire maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus qu'une chose, enfin, la seule, comment dirais-je, armature, c'est l'émotionnel et le compassionnel. C'est-à-dire que voilà, on joue là-dessus pour ne pas, c'est une stratégie d'évitement pour éviter toute réflexion rationnelle. Alors effectivement, on donne la priorité au témoignage. On donne la priorité à l'émotionnel et au compassionnel. Le meilleur exemple, je crois, c'est la Shoah, qui est étudiée en soi, et qui est étudiée comme un objet d'histoire complètement décontextualisé. Les élèves ne comprennent absolument pas, jamais l'explication donnée du pourquoi, du comment. Je veux dire, donc on insiste, exactement comme pour la guerre de 14, sur l'atrocité de la chose, mais sur le comment, jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc... Voilà. Quelqu'un qui n'est pas découragé, puisqu'il a le projet de se lancer dans la carrière. Le témoignage d'un étudiant qui s'apprête à se lancer dans cette belle carrière de l'enseignement de la géographie, en l'occurrence. Voilà, donc étudiant, bébé prof, j'ai enseigné une année l'année dernière. Donc je rebondis un peu sur ce qui a été dit. Effectivement, ça devient compliqué, notamment alors quand on débute, de toute façon, c'est compliqué. Mais d'enseigner l'histoire, comme le disait... la collègue sur à la base effectivement que la chronologie est perdue et que surtout les lignes de compréhension se perdent. Alors peut-être au profit justement au moins d'une réflexion qui à la base est universitaire sur une histoire qui serait culturelle ou une histoire des représentations et qui finalement permettrait d'évincer totalement toute logique économique et sociale qui aujourd'hui disparaissent, notamment pour la période contemporaine, c'est flagrant. Des causes et des facteurs explicatifs pour aborder avec les élèves des questions aussi importantes que les deux conflits mondiaux ou la genèse de certains États ou de certains autoritarismes, c'est à la mode. Donc on voit effectivement disparaître les facteurs économiques et sociaux au profit finalement d'une grande grille de lecture qui apparaissent comme totalitarisme, autoritarisme ou brutalisation, c'est ça qu'on voit. Oui. Les témoignages deviennent très importants, autant à expliquer finalement presque justement le rapprochement qui s'opère entre les totalitarismes staliniens et hitlériens sans du tout aborder l'histoire de chaque pays pour lui-même. Ça permet des confrontations, des logiques aussi de retour dans le temps. On saute des épisodes, on fait des grands sauts finalement. On explique toute la thématique de la violence permet d'expliquer. Alors voilà, c'est ça. La violence de la guerre de 14 explique presque la seconde, expliquerait la genèse du nazisme, expliquerait aussi la genèse du stalinisme, voire même certains veulent remonter à la colonisation pour expliquer les schémas de violence qui
traverserait cette fin du 19e siècle et ce début du 20e siècle, cette première moitié. Donc ce qui devient compliqué, effectivement, c'est d'aborder avec les élèves des documents qui font foule à l'intérieur des manuels, qui sont relativement compliqués, et que les traces écrites ou que les bulletins officiels ne permettent pas véritablement de décortiquer, d'aborder, et également les contraintes horaires de l'enseignement qui ne permettent pas de surimposer effectivement tous les aspects historiques, c'est-à-dire une histoire sociale, une histoire économique, une histoire culturelle et ainsi de suite. Donc moi personnellement, pour ma première année d'enseignement, ça a été relativement compliqué, effectivement, beaucoup de temps de travail finalement pour arriver à quelque chose qui semble à la fin assez médiocre, puisqu'on ne sait pas sur quel pied danser pour respecter ce programme. Après, peut-être encore une fois, pour alimenter le débat, une question qui revient souvent et qu'Annie a soulevé, cette question effectivement de la mémoire, de la patrimonialisation, même du rapport affectif à l'histoire qui est très développé, émotionnel. On doit essayer de donner, alors c'est un peu ce que dit les bulletins officiels, hein, une culture commune, une culture civique commune, un patrimoine commun qui finalement passe par on traite toute l'histoire, on traite quelques épisodes qui servent à attendrir ou donner les larmes aux yeux à nos élèves, et en évinçant finalement les questions centrales et la genèse plus ou moins des épisodes, quoi. Et enfin, pour rajouter une dernière chose au débat, peut-être aussi sur la question d'une histoire nationale ou pas, ça a été abordé effectivement cet élargissement des horizons entre soit une histoire nationale qui est souvent mise en contradiction avec une histoire plus globale, ce qui en soi a un intérêt. Après, la question c'est les moyens qui sont mis en œuvre pour traiter de cette histoire plus globale, c'est-à-dire que souvent dans les programmes, les sujets qui concernent une aire géographique différente tombent un peu comme ça, de manière très abrupte. Moi, pour avoir enseigné en classe de 5e, c'est-à-dire qu'on traite le Moyen-Âge sur une longue période, enfin pendant un volume horaire assez large, puis d'un seul coup tombent les empires africains qu'on ne sait pas du tout comment ramener au propos, ce qui c'est une ouverture qui reste très intéressante, après qui nécessite une refonte des programmes qui puisse articuler entre guillemets toutes ces problématiques. Donc voilà. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ? Je suis très frappée, plus je vois de sources et plus je suis frappée par le phénomène que je vais décrire, c'est-à-dire par les stratégies des classes dirigeantes. Et alors vous savez bien que dès qu'on parle de stratégie, ces dernières années surtout, on est taxé d'histoire complotiste, de conjurationnisme, etc. Il faut savoir à quel point l'enseignement, la formation des populations, la formation des jeunes et puis la propagande à l'égard des populations, car l'histoire a naturellement cette fonction, font l'objet de soins attentifs, très attentifs. C'est-à-dire qu'il y a de la part des classes dirigeantes une ligne de formation dans divers domaines. D'ailleurs, je l'avais évoqué à une époque il y a quelques années, à une époque de discussion des listes universitaires, puisque par Internet on discute beaucoup, à défaut d'être très nombreux dans les rues. Et par exemple, était arrivé le thème non seulement évidemment de la justification de l'autonomie, mais d'affaires comme... qui reviennent d'ailleurs en ce moment au jour, comme la nécessité de balayer l'enseignement gratuit, ou présumé gratuit, à l'université, et puis sans parler des grandes écoles, bien entendu, puisque sous couvert d'être très à gauche, on expliquait qu'il était
Il était moral, par exemple, de faire payer les parents des étudiants en grandes écoles. Il n'y avait pas de raison, après tout, que les pauvres financent les études des riches. On dirait, c'est dans l'air, c'est venu comme ça. Eh bien, pas du tout. Il se trouve que j'avais vu dans le monceau d'archives DRG, j'avais saisi comment le recteur Antoine avait été chargé, après 1968, par les organisations patronales, d'infléchir l'enseignement, évidemment le statut des enseignants, le statut des disciplines, le rôle des universités, et que ce que mes collègues croyaient être sorti de leur cerveau juste, moral, etc., eh bien, ils l'avaient puisé dans ce qui avait été diffusé depuis une petite cinquantaine d'années. C'est vrai pour tout. Or, l'histoire, je ne veux pas du tout faire de préférence parce que toutes les disciplines, naturellement, sont frappées. Mais vous savez bien à quel point l'histoire est en France un enjeu politique direct. A toujours, depuis l'époque moderne et depuis la Révolution, été un véritable enjeu politique. Ça a toujours été un enjeu politique. Mais c'est un enjeu politique dans une conjoncture où la grande bourgeoisie a pratiquement remporté, certes, une victoire certes momentanée, mais grosso modo une victoire par chaos. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien en face. Et comme elle n'a plus rien en face, eh bien, elle élabore des thèmes et elle dispose d'intellectuels zélés pour toute une série de raisons, parce que c'est normal, je veux dire, quand on veut faire carrière, il vaut mieux être du côté des zélés à l'égard des classes dirigeantes que du côté des pas zélés, que tout fait en sorte que l'histoire soit après tout conforme au fonctionnement général de la société, de telle sorte que je voudrais donner un ou deux exemples. Il se trouve que moi, enseignant des questions d'agrég, évidemment, j'ai été conduite à examiner les bibliographies et je me suis aperçue en particulier à deux occasions, et ça nous donne la possibilité justement d'aborder les dernières années, avec des sujets qui étaient d'une part les populations, la paix, la guerre, vous voyez, ça c'était en 2003, il y a une dizaine d'années, c'est un beau sujet, hein. Et puis en 2007-2009, la construction de l'Europe, penser et construire l'Europe, on va se dire, voilà, dans le secret des cabinets, comme disaient les introductions à au rapport général de la mission Mattéoli, d'ordinaire, les historiens travaillent seuls dans leur cabinet, choisissent leur thème. Ah bon? Ils choisissent leur thème. Eh bien, non. Ils n'avaient pas choisi leur thème, ou ça tombait bien, ils avaient choisi leur thème en adéquation, en harmonie, avec les gens d'en haut, très en haut. Je ne donnerai que l'exemple dernier, qui est celui de penser et construire l'Europe. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés